Bonjour à tous. Alors c'est évidemment un plaisir de poursuivre sur cette grande scène avec vous de l'hippodrome de Longchamp. Alors la crise du Covid, on le voit dans les débats depuis hier, a fait surgir dans le débat public tout un tas de sujets cruciaux. Et la souveraineté qui nous réunit ce matin en est un. Alors, se retrouver pendant le confinement dépendant des Chinois pour se fournir en masques, ça nous a un petit peu chiffonné. En tout cas, ça a réveillé l'Europe et la France en particulier sur ce sujet-là. Indépendant et souverain, l'indispensable souveraineté européenne, c'est donc le thème de notre discussion ensemble. Pour en débattre aujourd'hui, des intervenants que nous remercions une nouvelle fois d'être présents sur cette scène avec nous. Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Avec nous aussi Hakim El Karoui, senior fellow à l'Institut Montaigne, auteur de Réinventer l'Occident. Sylvie Goulard, sous-gouverneur de la Banque de France et ancienne députée européenne. Henri Guénaud, économiste, ancienne plume de Nicolas Sarkozy et aussi ancien commissaire général au plan, un sujet qui revient à la mode. Paul Hudson, directeur général de Sanofi, merci d'être avec nous. Et enfin mon confrère François Langlais, que nous remercions aussi d'être à présent sur la scène. C'est bon la translation? Alors beaucoup de questions autour de ce sujet d'actualité. La souveraineté est-elle le gage de l'indépendance d'une nation? Comment relocaliser pour assurer cette indépendance? Comment rester attractif dans un tel contexte et ne pas entraver l'activité? Voilà, beaucoup de questions. Je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Nous avons 1 heure à passer ensemble pour traiter de tous ces sujets. Donc très rapidement, je vais donner la parole à Clément Beaune pour sa première université d'été du MEDEF, qui, en guise d'introduction, va peut-être nous donner sa vision d'une souveraineté moderne, qui est au cœur de la problématique européenne, mais aussi au cœur du plan de relance que le gouvernement doit présenter dans quelques jours. Clément, on vous écoute. Merci beaucoup, chère Marie Viseau, pour votre accueil et merci à tous d'être présents et à mes collègues qui sont sur la scène pour ce débat sur un sujet éminemment important. Je ne voudrais pas être trop long, mais je voulais essayer de partager avec vous quelques réflexions sur la notion de souveraineté et d'indépendance dans le contexte européen en démarrage. D'abord pour dire, sans refaire un panorama historique trop complexe, mais quand même le sujet dont on se parle est un sujet anormal au niveau européen. Je pense qu'un certain nombre d'intervenants le diront en termes positifs ou plus offensifs. L'Europe n'a pas été faite pour l'indépendance et la souveraineté. Je dis les choses de manière volontairement peut-être simplifiée et provocatrice, mais on a 1 heure pour en débattre. Tout le projet européen a été bâti presque à l'opposé de cette idée, en tout cas de manière directe ou explicite. L'Europe était un magnifique projet, un projet un peu fou dans les années 50 de réconciliation, mais tout le projet européen et tout le logiciel européen, parce que c'est d'un changement de logiciel dont on parle aujourd'hui, est tourné vers, si je puis dire, l'interne. Il fallait recoudre un continent, il fallait réconcilier la France et l'Allemagne, et ça n'était pas déjà un petit projet et une petite ambition. Mais rien de ce qui concernait l'affirmation internationale, la souveraineté au sens, j'y reviendrai, on l'entend classiquement, l'indépendance stratégique, économique, technologique, militaire, n'était dans l'ambition initiale. Et donc il faut quand même partir de ce constat pour d'abord souligner l'acquis dans d'autres domaines, celui de la réconciliation et de la reconstruction interne, mais comprendre aussi qu'il s'agit de réinventer complètement un nouveau modèle européen. Il n'y avait pas de notion de frontière, pas de notion de puissance dans le projet européen de départ. C'était des notions qui étaient étrangères au concept européen ou, si je puis le dire autrement, d'une certaine manière déléguées à d'autres, par le haut ou par le bas. Par le haut, on était en période de guerre froide aux Américains, c'est eux qui étaient chargés de notre protection militaire et même d'une certaine façon technologique. Et puis, par le bas, mais je ne mets pas de hiérarchie dans ce par le bas, aux États qui évidemment étaient chargés de l'essentiel, de la protection sociale et même encore évidemment des sujets de souveraineté et de défense en particulier. Et on part de ce modèle-là. Donc je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Évidemment, aujourd'hui, il y a un renversement de perspective complet, puisque on attend de l'Europe, et je crois la nouveauté aussi, c'est que beaucoup de citoyens, même ceux qui sont les plus critiques, surtout ceux qui sont les plus critiques sur l'Europe, attendent de l'Europe d'être beaucoup plus forte comme acteur international. Et pour utiliser le terme symétrique,
toutes les préoccupations européennes des Européens sont externes, ou toutes les principales préoccupations. Le changement climatique, ce n'est pas un sujet d'un seul pays ou qu'on va résoudre à l'échelle du seul continent. Les migrations qui nous ont beaucoup occupés et qui seront un sujet durable, c'est un sujet qui interroge aussi le rapport de l'Europe au monde. Et puis des sujets plus directement économiques ou technologiques ou industriels, on en parlera peut-être à travers les relocalisations, c'est un sujet du rapport de l'Europe au reste du monde. Bon. Alors les Européens ont compris qu'on avait besoin de transformer l'Europe dans cette direction. Ils ont compris que le monde n'était pas un monde apaisé où la fin de l'histoire s'installait. Je ne vais pas là aussi refaire l'histoire des 10-15 dernières années, mais il y a eu clairement une accélération de cette prise de conscience. Je citerai juste 2 facteurs de prise de conscience qui sont majeurs parce qu'ils nous occupent dans tous les domaines. L'évolution sino-américaine, avec une Chine qui s'est affirmée brutalement, et on a mis du temps à le comprendre, vous le savez souvent mieux que personne, et des États-Unis qui sont rentrés dans ce combat contre la Chine. D'ailleurs, j'y reviendrai aussi de manière provocatrice, je pense qu'on doit à certains égards mieux les accompagner dans ce combat, mais qui en même temps se désintéressent davantage de l'Europe et la protection acquise ou la tutelle économico-stratégique des États-Unis à l'égard de l'Europe n'existe plus, et d'ailleurs ne doit plus exister, je pense. Bon. Et puis on est entouré aussi, on s'en rend compte, c'est vrai dans le domaine économique, c'est vrai dans le domaine politique ou sécuritaire, de ce que j'appelle parfois les empires turbulents de proximité, qui sont principalement la Turquie et la Russie à très grands traits. Bon. Et l'Europe prend conscience que le monde n'est pas une sorte de bulle sympathique dans lequel elle est un îlot de prospérité qu'on devrait élargir progressivement par le doux commerce ou par l'élargissement politique lui-même. Donc on a complètement changé ce regard. J'insiste là-dessus parce que c'était longtemps une sorte de préoccupation un peu française, et je crois vraiment, on en discutera, que ce qui s'est passé ces 2 ou 3 dernières années, et ça s'est accéléré dans la crise du Covid, c'est la prise de conscience par les autres de ce changement de logiciel. Je prends un exemple très anecdotique et qui, à mon avis, est assez révélateur. Quand la crise de Covid s'est manifestée au printemps et qu'on a découvert qu'on était dépendant de l'extérieur pour des molécules, des substances élémentaires dans le domaine pharmaceutique, par exemple, un pays comme le Danemark, qui n'est pas exactement un pays protectionniste, est venu nous voir en disant il faut qu'on ait une stratégie offensive et défensive de relocalisation dans le domaine de la pharmacie. Honnêtement, c'est certes un gouvernement social-démocrate qui dirige le Danemark aujourd'hui. Jamais un gouvernement danois n'aurait dit ça à de méchants Français protectionnistes par nature il y a encore quelques mois ou quelques années. Je pourrais prendre d'autres exemples, on en discutera peut-être en matière de 5G, en matière de batteries électriques, etc., etc. Évidemment, le pays qui a fait sans doute le plus grand chemin ces dernières années, c'est l'Allemagne. À la faveur de quelques cas ou à la défaveur de quelques cas de rachat industriel, l'Allemagne a pris conscience que l'Europe ne pouvait pas simplement interagir avec le monde par l'ouverture commerciale généralisée. Bon. Et donc je pense qu'on est là. Moi, je ne veux pas être trop long, je dis simplement 3 choses pour lancer le débat. D'abord, aucune souveraineté, aucune indépendance ne peut se dispenser de l'Europe et de l'échelon européen. C'est une conviction profonde. Je ne dis pas que l'Europe fait ça bien aujourd'hui. Je ne dis pas que l'Europe a parfaitement pris conscience de la nécessité de s'affirmer dans le monde. Je dis simplement que l'indépendance sans l'Europe, ça n'existe pas. L'indépendance, c'est quoi? Si je dis les choses de manière très simplifiée, c'est dans les secteurs ou dans les domaines qu'on estime vitaux, essentiels, être capable de faire nous-mêmes. Ben, on ne fera pas, si c'est un objectif, la production de médicaments essentiels ou la capacité à produire des masques en période de crise, pour prendre un exemple très concret, toujours tout seul à l'échelle nationale. Ce n'est pas vrai. Bon. Est-ce qu'on le fait bien à l'échelle européenne? Certainement pas encore. Mais est-ce que c'est le bon niveau de réponse? Évidemment. Et je pense qu'on progresse. Donc je pense qu'il n'y a pas d'indépendance et pas de souveraineté. C'est pour ça que je revendique, je sais qu'il est controversé, on en parlera peut-être avec mes voisins, le terme de souveraineté européenne, parce qu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de puissance, et il n'y a pas d'identité, c'est-à-dire un modèle européen commun à défendre, sans l'échelon européen. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour la protection des données numériques, c'est vrai pour la 5G. On pourrait multiplier les exemples concrets. Deuxième point, c'est que ça progresse. Je le disais, le logiciel change. Peut-être pas au bon rythme, c'est vrai, mais on peut accélérer cette prise de conscience, et cette prise de conscience s'accélère.
Je prends un deuxième exemple juste pour rebondir sur ce que je disais. Quand le président de la République est arrivé aux responsabilités, il a proposé l'idée d'avoir un dispositif européen de contrôle des investissements étrangers, donc non européens, dans les secteurs stratégiques. Énergie, télécommunications, défense, etc. On a des systèmes nationaux, d'ailleurs chaque pays est en train de les renforcer, y compris les pays les plus libéraux. Pour l'anecdote amusante, premier Conseil européen où nous avons défendu cette idée, avec grande surprise, on s'est aperçu que des pays dits libéraux étaient très favorables à l'idée d'avoir une protection européenne des investissements, les Pays-Bas, la Suède, Danemark, et les pays qui n'en voulaient pas, et ce n'est pas anecdotique non plus, c'était le Portugal et la Grèce, deux gouvernements de gauche tous les deux à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà devenus trop dépendants aux investissements chinois. Bon. Et donc, je pense que ce logiciel progresse. Troisième point, je crois que cette idée d'indépendance et de souveraineté européenne doit être notre obsession et notre boussole. On a un atout majeur pour le défendre, et je crois qu'on sous-estime toujours nos forces au niveau européen, donc disons-le. Thierry Breton le dit souvent parce que c'est son domaine, le marché intérieur. Notre marché, c'est le plus grand marché ouvert du monde. 450 millions de consommateurs malgré le Brexit, et même un peu plus avec des partenaires immédiats. C'est le plus que les Américains. Donc on peut réguler les entreprises du numérique à l'échelle de ce marché. On peut imposer un certain nombre de conditions à nos amis chinois ou américains, comme le prix du carbone à nos frontières, à l'échelle de ce marché. On peut le faire. Il y a 3 choses, je crois, qui sont prioritaires à changer pour révéler les forces de ce marché dans le monde. Une qui est interne, mais qui est essentielle, et je crois que Bruno Le Maire en parlait à l'instant, c'est limiter une concurrence excessive, déloyale, du dumping à l'intérieur de notre marché unique. Dumping social, dumping fiscal, c'est très compliqué parce que beaucoup de choses se font à l'unanimité, mais on a des réussites aussi dans ce domaine. Je pense au détachement des travailleurs, il faut aller plus loin. Et j'appelle là aussi, pardon, mais à une responsabilité collective. On ne peut pas faire des tables rondes sur l'indépendance et la souveraineté, et quand il y a des difficultés, recourir massivement au travail détaché, même si c'est moins cher et c'est parfois commode. C'est une responsabilité du gouvernement de faire en sorte que la concurrence soit équitable, mais je crois que c'est aussi une responsabilité, puisqu'on échange aujourd'hui, collective, de faire en sorte qu'on soit dans un cadre économique équitable et juste. Deuxième chose, les règles de concurrence. Je ne fais qu'évoquer des thèmes, mais on pourra les creuser. Ça commence aussi à bouger. Même ceux qui sont décrits comme très bruxellois, si je puis dire, comprennent que le marché pertinent n'est plus le marché européen, que dans des secteurs comme le numérique, on ne peut pas ne pas avoir une régulation européenne. Et récemment, la Commission a proposé de progressivement fermer les marchés publics, obliger à des sanctions des entreprises non européennes qui seraient massivement subventionnées par leur gouvernement. C'est évidemment notamment le cas en Chine. C'est une priorité absolue pour rétablir des conditions de concurrence équitables. Et puis, troisième domaine, ce sont nos accords commerciaux. On est la première puissance commerciale ouverte du monde, plus que les États-Unis encore, et évidemment différemment de la Chine, parce qu'on est plus ouvert, parfois trop. Mais, je le dis sincèrement, beaucoup de secteurs économiques, à juste titre, défendent des accords commerciaux avec le Mercosur, avec le Canada et peut-être demain avec d'autres. On n'aura plus aucun accord commercial si on les fait comme aujourd'hui. C'est-à-dire si on n'est pas plus exigeant sur nos standards alimentaires, environnementaux, on pourrait détailler aussi, mais je le dis très franchement, le président de la République défend l'idée d'accords commerciaux européens nouveaux. On ne peut pas les faire dans les conditions actuelles, ça ne sera simplement pas accepté par nos parlements et par nos citoyens, et pas seulement en France, aussi partout en Europe. Dernier point, j'en finis là, je suis trop long, Marie Viseau, pardon, pour ouvrir la discussion, c'est le Brexit. Tout ce que je dis là, nous avons un test grandeur nature pour le démontrer. Soit on accepte par commodité un accord trop rapide et trop faible, je crois que Michel Barnier en a longuement parlé hier, donc je serai bref sur ce point, et je sais que c'est notre intérêt, et c'est l'intérêt économique de nos entreprises et de beaucoup de secteurs en France, mais n'ayons aucune faiblesse là-dessus, parce que même le gain économique à court terme d'un accord trop favorable aux Britanniques se paiera cash et très cher dans 1, 2 ou 3 ans politiquement, si on explique qu'on peut être en dehors de notre marché, y avoir accès et ne pas respecter nos règles de concurrence environnementale, alimentaire, sanitaire que je décrivais. Et donc, je sais que Michel Barnier porte cela avec force, aucune faiblesse là-dessus. On ne peut pas parler de souveraineté et d'indépendance si on ne passe pas ce test de souveraineté et d'indépendance qu'est le Brexit dans les prochains mois.
Voilà, pardon, c'est peut-être ces impressions générales, mais je pense que c'est important de souligner ces aspects. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cet état des lieux qui va servir de base à notre débat. On retient que les choses avancent, mais que tout n'est pas encore parfait. Et je pense que nos intervenants auront à cœur de revenir sur ce côté tout n'est pas encore parfait. Alors, Paul Hudson, je me tourne vers vous. Vous êtes l'industriel de cette table ronde, et qui mieux que vous pouvez parler de souveraineté sanitaire. Alors on le rappelle, 60% des actifs d'un médicament viennent d'Inde et de Chine. Là aussi, beaucoup de débats sur ce sujet. Ce qu'on a envie de vous demander, Paul Hudson, c'est pourquoi on a délocalisé autant? Comment en est-on arrivé là? Et comment faire pour évidemment relocaliser une industrie comme la vôtre pour qu'un jour, et ça je crois que c'est vous qui le dites, on puisse mettre le tampon Made in Europe sur une boîte de médicaments? So bonjour, and thank you for the question. Whilst my French is good enough to discuss my vacation, it is probably not at the level to conduct this panel, so forgive me. It's a great question, it's a very important subject, and you know, I was in Versailles for Choose France at the beginning of the year, and President Macron made a very intelligent speech about the importance of European sovereignty to compete with China and the US, and I buy into that absolutely, completely. At the time, it was focused on data, digital localization, and being concerned, perhaps in some contexts, about foreign investment in certain important businesses. What became very important just a few weeks later was the context of health sovereignty and how that would play a part in deciding what would happen economically as we compete with the US and with China. Now, for many of you, you take vaccines for granted. For many of you, you have a vaccine when you're born. It's something your parents organize, you've done for your own children, or perhaps when you're traveling to an exotic destination, or perhaps for influenza. But you don't really consider a vaccine in between times. It takes about 10 years to develop a vaccine safely, and it takes about 10,000 people in Sanofi Pasteur to produce vaccines for yellow fever, rabies, and influenza, and others. So when the pandemic came and we mobilized very quickly, we all realized that from a European organizational perspective, it was not something we were set up for to organize. France alone couldn't solve a pandemic, nor Sanofi Pasteur on its own. I have to call out the French government, President Macron, Agnès Pannier-Runacher, for coordinating along with Germany an incredible response to make sure that vaccines could be made in Europe. I'll come in the moment to the fact that over 60% of medicine's active ingredient is made in China and India, but there really is not enough scale in Europe to make vaccines for Europe. And that's a very important question, something I've been campaigning about since very early in the pandemic, sometimes, by the way, at some personal expense, to try and make sure that Europe was ready and that it wasn't just the US and China that had vaccines and Europe was left behind. The economic consequences of that would have been simply catastrophic and would have been generational, frankly. European pandemic preparedness has been something that's been discussed for a long time. But when you think about it, with the 8 trillion plus the stimulus packages that we're paying now, the cost of being prepared in Europe would have been between 300 and 800 million euros to be ready. But it would need to be spent pretty much every year and then thrown in the garbage if there was no pandemic. And that's a very significant investment when you think that it may not be used at all. But European pandemic readiness is a debate that we've been pursuing for a long time, and we hope now, sadly, because of the pandemic, that people will realize that a modest investment that may never be used is absolutely essential to protect the sovereignty of Europe in the East, and indeed to go on to help countries less fortunate in the developing nations. Now, for us, we've got there, and we'll provide vaccines to help, and again, led by the French government. But it took some time. It took some time. And I think whilst we're there now, there's some lessons learned for the next time, and we're going to have to make some investments. We really are. Kamon mentioned some of the challenges about relocalization. Now, if 50+% of active ingredient comes from China, 10% plus from India, as soon as lockdown came, it was difficult to get supplies outside of those countries to make essential medicines here in Europe.
Now, this has been coming for a long time. As the demand to lower prices in Europe has escalated and escalated, it is impossible to make medicines in Europe low enough cost to compete. And of course, as everybody's rushed to buy from China and India, it's not just healthcare, it's many other sectors too. It has made it impossible to sell below cost price here in Europe. Now, Sanofi took a decision at the end of last year, recognizing that there were many medicines that were just simply not available in Europe, to launch an IPO of our manufacturing sites, some essential ones, 6 of them out of our 40 in Europe, that would make medicines that were absolutely critical to patients continuing to stay alive or to manage chronic disease. And we will spin that out. And the reason we'll do that is because we want other companies to jump in and to manufacture medicines in Europe for Europe. We're the last remaining significant manufacturer of medicines in Europe. It is difficult to do, but it is absolutely essential. And again, with the government support, we've just announced a significant investment near Lyon in our manufacturing capacity to do incredible things for making vaccines now and indeed for the future. And there's another critical point which I think needs to be mentioned, which is the biotech environment. You know, France has, for example, number 4 on the world list for Nobel Prizes in medicine. But it is not inside the top 10 for venture capital investment in biotech. And so you have to ask yourself, what can we do in France and in Europe to compete with the US and now China to make sure that there is a thriving innovation and biotech environment here in France that can set the pace of the world? And what does that need to look like? And we have a gap, despite tremendous government efforts in translational medicine, to take brilliant ideas, like from Gustave Roussy, to take brilliant ideas and turn them into medicines. And we've got a long way to go, but I believe everybody's committed to do that. So I think what started off in Versailles and Choose France as a how do we compete became a no option. We must protect health sovereignty. We must make medicines in Europe, for patients in Europe. We must be ready for pandemic preparedness, and we must create a thriving biotech healthcare sector, because China is already, the last point to give you some consideration, the number 1 country in the world for publishing new clinical and medical data in scientific journals. So it is not long before China becomes the number 1 invested in country in venture capital. And when we have so much incredible, exciting science here in France and Europe, we need to put it at the very center of a European agenda and a French agenda, I believe it is, to make sure we can compete globally. Merci beaucoup, Paul Butzon. L'avertissement est lancé. Et tant qu'on vous a sous la main, on en profite pour vous poser la question. Paul Butzon, il sera prêt quand, ce vaccin pour l'Europe? So we are making vaccines pretty much right now. We'll start testing in humans next week, and we'll go on to a big phase 3 program towards the end of the year. The vaccine will be ready before the test results come out. So when we have the test results and we know the vaccines are safe and effective, we will ship in France, in Europe, and the US, and to the developing nations almost immediately. And we do that at risk, right? We have to do that at risk. We can't wait for the clinical studies to read out and then start spending 6 months manufacturing. So we're doing it right now. And I have to say, thank you for asking, our incredible people in Lyon and Marseille and everywhere, the work that they're doing, the summers they've given up to make sure we're ready, says a lot of dispelling the urban myths and legend about manufacturing in France. Thank you. Hakim El Karoui, je me tourne vers vous avant de réagir à ce qui vient d'être dit et de poursuivre sur ce que la France et l'Europe peuvent faire pour renforcer de manière réaliste cette souveraineté. Nous aimerions vous entendre sur les erreurs du passé qui ne doivent pas être refaites. Est-ce qu'on a été aveugle? Est-ce qu'on a été naïf? Est-ce que vous pouvez revenir sur ces erreurs du passé? Merci. Alors je pense qu'il y a eu 3 types d'erreurs qui sont du passé mais aussi du présent. La première, c'est une erreur idéologique. C'est la toute-puissance de l'Occident. Cette erreur, elle dure encore, d'une certaine manière, c'est celle qui aujourd'hui est la moins forte. La toute-puissance de l'Occident, c'était l'idée qu'on avait le monopole d'abord de l'intelligence.
l'intelligence au sens des brevets, au sens de la recherche, au sens de la production scientifique. On s'est rendu compte que c'était fini. Il y a beaucoup plus d'ingénieurs qui sont formés en Inde et en Chine aujourd'hui que dans tout le monde occidental. La deuxième erreur, c'est qu'on pensait qu'on avait le monopole de l'histoire, au sens où l'histoire était écrite en Occident et le reste du monde allait suivre le modèle occidental. Et donc, on allait, avec le développement économique, inventer la démocratie et l'économie de marché, d'une certaine manière. Et ce qu'a montré la Chine, c'est que le développement économique ne créait pas forcément de la liberté politique et de l'économie de marché au sens occidental. Et puis, la troisième erreur, c'est qu'on pensait qu'on avait le monopole de l'avenir, au sens où on était en avance. Et que donc, on avait une forme de garantie, d'assurance, parce que le fait d'être en avance donnait à l'ensemble des Occidentaux une forme de liberté par rapport à la projection dans l'avenir. Trois erreurs que la confrontation avec le réel a mises en valeur. Et encore une fois récemment, parce que la Chine a montré que l'intelligence, elle n'était plus, et Paul Hudson le rappelait, elle n'était plus un monopole occidental. L'avenir, il ne s'écrit plus en langage occidental, et l'histoire ne se fait plus en Occident. Aujourd'hui, l'histoire se fait très largement dans les pays émergents. Alors, ça explique beaucoup notre aveuglement face à la Chine. Cet aveuglement, il s'explique aussi par quelque chose qui est sonnant et trébuchant, ce sont les intérêts. Les intérêts des entreprises et du coup des gouvernements occidentaux avec les Chinois, c'était de faire du business. Parce que c'était un incroyable marché de consommation et un incroyable marché de production. Et donc, au nom de l'argent qu'on pouvait gagner en Chine et avec la Chine, on a laissé faire une relation totalement asymétrique, et notamment dans le commerce, et notamment dans la régulation du commerce. Ça, c'est l'erreur idéologique, et d'une certaine manière, le Covid a servi de rappel et a souligné cette erreur. Il y a une deuxième erreur dont, à mon avis, on parle beaucoup moins, qui est une erreur économique quand on parle de l'Europe. On a fait l'euro avec l'idée que l'euro allait créer de la convergence politique. La même monnaie, les mêmes intérêts, une gestion commune des finances publiques, ça allait créer de la convergence politique. Pas de bol, ça a créé de la divergence politique. Pourquoi ? Parce que ça a créé de la divergence économique. Exactement comme l'intégration économique de la France grâce au chemin de fer au XIXe siècle, en créant un seul marché, a créé une spécialisation géographique de la production. L'unification italienne a fait voler en éclats le modèle économique du sud de l'Italie, tout simplement parce que la concurrence a pu avoir lieu entre le nord et le sud de l'Italie. Avec l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé ? Plus de risque de change, plus de risque d'inflation, une liberté de circulation des capitaux extrême et, c'est très important, pas de circulation, pas de solidarité. Le résultat, c'est quoi ? C'est une spécialisation géographique. C'est la désindustrialisation française, c'est la surindustrialisation de l'Allemagne et des clusters allemands avec l'Europe de l'Est et le nord de l'Europe. Et du coup, c'est quoi ? C'est une divergence d'intérêts économiques. Et la divergence d'intérêts économiques, c'est la divergence des intérêts politiques. Ça a changé avec la Chine, mais avoir une politique commune vis-à-vis de la Chine, européenne, ça voulait dire mettre d'accord les fabricants d'automobiles allemands qui font la moitié de leurs résultats en Chine et des industriels français pour qui les Chinois sont devenus les premiers prédateurs. Alors effectivement, un certain nombre d'événements et l'agressivité commerciale et politique chinoise a montré qu'il fallait que ça change. Mais on est encore très très loin d'avoir tiré, je crois, le bilan de cette divergence des intérêts économiques et donc des intérêts politiques. Et puis la troisième erreur, elle est politique. C'est qu'on n'a pas vu que la spécialisation créée par la mondialisation, c'était une spécialisation géographique, c'était une spécialisation économique, mais c'était aussi une spécialisation sociale. Et donc on a des gagnants et on a des perdants. Et la conséquence sociale de l'évolution du monde, c'est la polarisation. Il y a de plus en plus de monde qui gagne, en Occident, mais surtout dans les pays émergents, mais il y a aussi de plus en plus de monde qui perd. Et le sujet, c'est la classe moyenne. Et quand la classe moyenne prend peur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va vers le populisme. Et quand elle va vers le populisme, elle demande de la souveraineté, elle demande de l'indépendance, mais pas de la bonne manière. Donc ça, il faut en tirer conscience. Et je pense que la crise, d'une certaine manière, nous invite à accélérer notre prise de conscience qu'il faut changer vers plus de souveraineté, vers plus d'indépendance, mais pas vers le populisme. Alors, qu'est-ce que ce serait, selon vous, Hakim El Karoui, pardon, je vous laisse applaudir. Ce serait quoi cette nouvelle forme de souveraineté vers laquelle il faudrait se diriger ? Demandée par les peuples, comme vous dites. Avant d'y arriver, je pense qu'il faut qu'on ait le courage du diagnostic. On a besoin d'une grande conférence de Messine. Hubert Védrine en parlait il y a quelques années. La conférence de Messine, c'est le moment où les Européens, dans les années 50, se sont dit
finalement, qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui et demain? Je pense qu'il faut qu'on ait le courage de regarder aujourd'hui ce qui nous désunit. On n'a pas les mêmes intérêts avec les Allemands et avec les Allemands et les Français, par exemple. Alors, les Allemands se sont rendus compte que si le marché européen mourait au moment où la Chine n'est plus fiable, où les États-Unis ne sont plus fiables, ben, eux, ils auraient des problèmes, à la fois pour produire, c'est l'intégration de l'Italie du Nord et de l'Allemagne du Sud en matière automobile, par exemple, mais aussi pour vendre. Donc là, les Allemands ont accepté de redistribuer de l'argent. C'est le plan de relance européen. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça, je crois, et se dire, nous sommes dans un système intégré, nous avons des spécialisations. La conséquence, on la connaît, c'est qu'il faut que l'argent circule. Puisque les hommes ne circulent pas, l'Ardèche s'est vidée au moment de l'unification du marché français. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait se vider. Mais le sud de l'Europe ne va pas vers le nord de l'Europe, à part quelques Grecs bien formés. Donc il faut qu'on ait le courage parce que c'est compliqué, parce qu'il va y avoir des choses qui grattent et qui ne sont pas agréables. Mais il faut qu'on ait le courage de se dire qu'est-ce qui nous unit encore aujourd'hui et comment on fait pour construire demain, dans un monde compliqué, cette communauté d'intérêts qui va aller contre des intérêts internes à l'Europe. Merci Hakim. Alors Clément Beaune, je vais vous redonner la parole 2 secondes avant de continuer mon tour de table. Quand vous entendez qu'on n'a pas tous les mêmes les intérêts, qu'il faut aller plus loin dans le franco-allemand, comment vous réagissez à cette démonstration? 2 choses. Je partage une large partie du diagnostic, c'est-à-dire qu'on a arrêté, je ne dirais pas à cause, mais en tout cas malgré l'euro, la machine de convergence européenne il y a une vingtaine d'années. Et la divergence économique produit de la divergence politique, c'est clair. Je pense qu'il y a une prise de conscience, j'allais dire grâce à une forme de brutalité, au moins dans la forme américaine aujourd'hui, à une affirmation chinoise de plus en plus évidente, avec des accélérateurs que sont les crises zone euro, aujourd'hui Covid, de la prise de conscience qu'aucune grande économie européenne ne pouvait aller bien sans que son entourage politique et économique se porte bien. Et je crois que cette prise de conscience, allemande notamment, elle est très forte parce que le modèle n'est pas soutenable. Ce modèle n'est pas soutenable. On ne peut pas avoir... Vous me disiez qu'il y avait assez peu de mouvements démographiques. Il y en a quand même. La jeunesse des pays de l'Est européen est venue au centre de l'Europe, et notamment en Allemagne. La jeunesse du sud de l'Europe, il y a une décennie, ça s'est accéléré, est venue au nord de l'Europe. On ne peut pas fonctionner en disant que le seul avenir du jeune de Bratislava ou de Bari, c'est d'aller trouver un job à Munich. Ça ne marche pas. Bon. Donc je pense que cette prise de conscience et le plan de relance, il marque ça. Je pense qu'il est historique, c'est par son montant, bien sûr, mais plus encore, c'est par ses modalités. On s'endette en commun pour financer notre relance, et parce qu'il marque cette prise de conscience, allemande et d'autres pays européens, même les pays du nord de l'Europe, que la divergence tue. Et que le projet européen ne survivra pas. Et d'une certaine façon, en étant tourné vers l'extérieur, en se rendant compte du désengagement américain et de l'agressivité chinoise, la réponse ne peut être qu'européenne. Je crois que le diagnostic est maintenant partagé et les outils se mettent en place. Le plan de relance en est un, je pourrais revenir sur la santé, mais voilà où l'on en est aujourd'hui. Mais la question maintenant, c'est la vitesse. Si on prend conscience maintenant qu'on agit aujourd'hui et qu'on a les résultats dans 5 ou 10 ans, c'est clair que ce n'est pas le bon rythme. Merci. Alors Sylvie Goulard, je me tourne vers vous. Souverain et indépendant, c'est donc l'intitulé de notre débat. Et vous, Sylvie Goulard, on en a discuté, ça vous chiffonne un peu parce qu'il y a beaucoup d'interdépendance dans le monde, hein, on le rappelait au début de cette table ronde, parce que nous sommes aussi un pays qui veut exporter, l'Europe veut exporter, 35 millions d'emplois dans l'Union européenne dépendent des exportations. Et ça, vous voulez que tout le monde l'ait bien en tête quand on parle du débat souverain et indépendant, Sylvie Goulard? Bon, d'abord, merci beaucoup. Merci à tous les chefs d'entreprise qui sont là et qui s'intéressent à ce sujet, où effectivement beaucoup de choses ont été déjà dites. Il y a à travailler ensemble les pouvoirs publics et les entreprises. D'ailleurs, Hakim a dit très justement que dans ce qu'on appelle des erreurs, il y a parfois aussi le fait qu'une série de choix microéconomiques finit par aboutir à ce que les intérêts ne soient pas convergents. Clément l'a très bien dit, la prise de conscience est là. Elle existe, le Covid a été une sorte de formidable stress test, mais ce sur quoi moi je voudrais attirer l'attention, c'est tout ce qu'il faut mettre en place pour que la souveraineté puisse devenir effective. D'abord, c'est quoi la souveraineté? C'est un concept qui avait été inventé
vers le XVIe siècle, Jean Bodin, on a un territoire, une population sur le territoire, et donc un État, un souverain, qui a le pouvoir sur un territoire donné et une population. En 2020, même si on aspire à reprendre un certain contrôle sur son destin, je crois que la situation est complètement différente. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour la technologie. Et donc, on va toujours être dans des situations que les économistes diraient suboptimales. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un remarquable document qui a été produit par l'Union européenne en mars 2019, c'est la stratégie sur la Chine, qui montre à la fois la prise de conscience nécessaire qui a été rappelée, mais aussi le fait que nous allons toujours avoir affaire à des partenaires qui sont à la fois des partenaires sur certains sujets, par exemple avec la Chine sur le climat, avec d'autres pays sur d'autres choses. On est toujours les alliés des États-Unis, même si on a tendance à mesurer certaines différences en ce moment. Donc on est à la fois des partenaires, on est des partenaires de négociation assez durs, et on est des rivaux, et des rivaux en termes de modèle de société. Donc il va falloir qu'on apprenne à gérer de plus en plus des situations dans lesquelles on voudrait que ce soit blanc ou noir, mais en fait on est dans le gris. Et c'est pour ça que je rappelais dans notre discussion, et je tiens à le dire devant vous, que je crois qu'il ne faut pas se fermer, parce que beaucoup d'entre vous, une partie de leur business dépend aussi de la capacité à avoir un commerce. Ce qu'on veut, c'est un commerce mondial plus équitable, avec des règles beaucoup plus équilibrées, mais pas tomber, je dirais, passer de l'autre côté du cheval, si j'ose dire ça, dans un hippodrome, qui est d'en arriver à la conclusion que, dans le fond, le bonheur sera dans la fermeture. Et je prends l'exemple de l'euro, qui a été évoqué. On est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire, on peut dire merci quand même à tous ceux qui nous ont précédés et qui ont fait ce pas en avant formidable, qui a été de dire, avec un marché unique et autant d'échanges entre nous, on ne peut pas en rester à cette situation dans laquelle il y avait des dévaluations compétitives les uns contre les autres. Donc l'euro, c'est le meilleur exemple pour se persuader que parfois on a plus de souveraineté quand on la partage. Autrefois, il y avait le franc, on pouvait penser qu'on prenait des décisions de manière plus souveraine. En fait, objectivement, si vous regardez les années 80-90 avant l'euro, on était souvent entraîné dans des choix de dévaluation qu'on subissait. Aujourd'hui, la Banque centrale commune est toujours à Francfort, mais tous les participants des autres pays siègent autour de la table. Donc on a regagné de la souveraineté grâce à l'euro. L'euro nous a protégés dans la crise financière des années 2008, 2000, etc., qui ont suivi. L'euro a également évité des perturbations maintenant. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas du tout tous les instruments qui sont liés à la puissance potentielle de l'euro. C'est la deuxième monnaie dans le monde. Mais il se trouve que la finance est très largement aujourd'hui un monde américain, que nous n'avons pas l'union des marchés de capitaux que les entreprises appellent de leur vœu pour pouvoir financer, comme vous l'avez très justement dit, une recherche, des start-up à la hauteur de notre puissance intellectuelle potentielle, même si on n'est pas les seuls au monde. Donc tout ça, c'est très important pour se rendre compte qu'il faut faire les choses bien. Si la Banque centrale européenne a pu décider très vite, c'est parce qu'on a des processus de décision à la majorité. Et je voudrais terminer par une contradiction qui habite un peu tout le monde en Europe en ce moment. Oui, des progrès ont été faits sur la voie du « il faut être plus indépendant, plus souverain ». Mais ça suppose que nous améliorons nos processus de décision. Ça suppose que nous soyons capables d'avoir effectivement une autorité. Là, on a décidé le plan de relance, c'est un pas en avant considérable, mais à l'unanimité de 27 chefs d'État et de gouvernement. Je crois que Clément a passé quelques nuits à Bruxelles avec le président de la République. Sincèrement, est-ce que c'est à la hauteur d'un ensemble qui se veut souverain ? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut inventer des systèmes de décision plus efficaces et surtout plus démocratiques, plus transparents, etc. Donc, il y a un paradoxe dans la tête de beaucoup de gens en ce moment, c'est qu'on voudrait tous les avantages de l'Union, mais on voudrait tous garder tous les vétos au niveau national et toute l'unanimité qui permet à chacun de faire ses petits arrangements fiscaux, ses petits arrangements. Et ça, à terme, ce n'est pas tenable. Donc, je crois qu'il faut avoir le courage, de manière très, très pragmatique, de définir les objectifs justes. Ça a été fait ces dernières années, mais aussi petit à petit, de voir. Et je conclus sur un point, parce qu'à mon avis, c'est aussi extrêmement important. Il y a les processus de décision, mais aussi il y a la capacité humaine et intellectuelle. Je suis très frappée, je parle sous le contrôle des chefs d'entreprise qui sont là. Quand on dit on va relocaliser, moi je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent « mais moi je ne trouve pas la main-d'œuvre ». Il n'y a plus la main-d'œuvre industrielle, il n'y a pas les gens qui sont formés. Sophie Boissard a dit très bien ce matin, moi
besoin d'alternants dans le domaine de la santé, j'ai des jobs à offrir et je ne les ai pas. Quand vous regardez les études PISA de l'OCDE ou les études PIAC de l'OCDE, qui sont les études sur le niveau d'éducation et sur le niveau de formation des adultes, là, je vais vous dire, franchement, on a des gros efforts à faire. Parce que la compétitivité des systèmes éducatifs des pays asiatiques, par exemple, est infiniment plus grande que la nôtre. Et à terme, c'est une des choses qui fera la différence et qui fera que vous trouverez dans vos usines importantes qu'on souhaite voir en Europe la main-d'œuvre et les ingénieurs et les commerciaux pour développer les produits européens. Merci beaucoup Sylvie Goulard. Henri Guénaud, la souveraineté c'est un sujet qui vous tient à cœur, on le sait, on en a beaucoup parlé pour préparer ce débat et vous avez commencé par me dire attention, souverain et indépendant, c'est pas la même chose. Et, vous m'avez dit c'est pas parce qu'on forme une alliance pendant la guerre que vous n'êtes plus un État souverain. Et c'est vrai que ce paradoxe pose le débat. Est-ce que vous pouvez justement nous transposer cette phrase que vous m'avez dite en discutant à la situation d'aujourd'hui ? Oui, j'avoue que j'ai écouté le débat jusqu'à présent avec beaucoup d'intérêt. Il y a un certain nombre de choses que je partage. Je pense notamment au réquisitoire sur l'euro, qui est absolument fondé d'Hakim El-Karoui, mais qui mériterait une autre table ronde à un autre moment. Donc revenons-en à notre sujet du jour. Je regrette que le thème de la table ronde se soit réduit à l'indispensable souveraineté européenne. En français, quand il y a deux mots différents, c'est qu'ils désignent deux choses différentes. Alors pour faire simple, la souveraineté, le débat sur la souveraineté nous renvoie à un débat que je qualifierais de théologique, ce qui n'a rien de péjoratif dans ma bouche. C'est un débat sur la légitimité du pouvoir, sur au fond ce que les Allemands appellent la compétence de la compétence, c'est-à-dire le droit pour une entité, un peuple par exemple, de définir lui-même les compétences qu'il entend exercer et de pouvoir les remettre en cause à n'importe quel moment. Ou pour dire les choses autrement, c'est la capacité d'un peuple à pouvoir dire non. Pour dire non, ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de mes intérêts vitaux, et l'origine du pouvoir, c'est moi. Ça, c'est la souveraineté. Elle nous renvoie, par exemple, en matière on n'en a pas parlé, mais de défense nationale, à la formule de Malraux. Qu'est-ce que la défense nationale? C'est la volonté de se défendre. Et la volonté de se défendre, elle appartient d'abord à un peuple. Et qu'est-ce que serait aujourd'hui une Europe souveraine qui aurait une défense commune? Et comment ferait-on, par exemple, dans la crise entre la Grèce et la Turquie? C'est-à-dire, si l'Union européenne devient l'union d'une absence de volonté, au pluriel, il ne se passera plus rien. Enfin, cette souveraineté, elle est juste impensable. Et la souveraineté, non, ça ne se partage pas, non, ça ne se divise pas. J'invite tous ceux qui ont du temps à perdre à aller relire le discours de Philippe Séguin en 1992. C'est intéressant parce que tout ce qui a été dit sur l'euro, sur la façon dont les choses se sont passées aussi depuis une trentaine d'années, était déjà annoncé, analysé de façon très claire. Je crois qu'il faut sortir de ce débat parce que non, ça n'est pas un débat pratique. Ce n'est pas un débat qu'on peut régler en disant, vous comprenez, voilà, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a des empires, donc il faut une Europe souveraine. C'est-à-dire une Europe souveraine, ça veut dire quoi? Sinon le choix du fédéralisme, sinon le choix de faire de l'Europe une seule et unique nation. Et là, vous ne vous heurtez pas à un débat économique, pratique, technique, etc. Vous vous heurtez à un débat de philosophie politique, presque religieux, mais le sentiment religieux, vous savez, c'est à la racine du fonctionnement des sociétés. Ça ne s'applique pas qu'aux églises, hein. Ça s'applique à beaucoup de sujets. L'indépendance, c'est autre chose. L'indépendance, ça concerne effectivement notre rapport aux autres. C'est-à-dire, ça concerne notre capacité à défendre nos intérêts tout seuls ou ensemble. C'est très souvent une condition de la souveraineté, mais ça n'est pas la souveraineté. Une Europe indépendante, oui. D'ailleurs, pour
corriger un tout petit peu le propos de notre ministre tout à l'heure, c'était déjà la rengaine du général de Gaulle. C'était pas contre l'Europe, c'était je veux une Europe, oui, mais indépendante, pas souveraine. La France est souveraine, l'Allemagne est souveraine. Indépendante, ça veut dire qu'ensemble, nous allons nous donner les moyens de ne pas dépendre des autres. Mais ce sont des peuples souverains, ce sont des gouvernements qui les incarnent, qui vont décider ensemble des moyens de cette indépendance. Elle ne saurait en aucune façon supprimer la souveraineté. Si vous vous engagez, si vous mélangez les deux débats, vous n'avez aucune chance d'en sortir. Aucune chance d'en sortir parce que autant je suis pour une Europe indépendante, et je ne suis pas le seul, autant je résisterai de toutes mes forces intellectuelles, morales, politiques, à l'idée d'une Europe souveraine. Parce que l'Europe souveraine signifie la disparition des souverainetés nationales, et en particulier de la souveraineté française. Alors oui, l'indépendance de l'Europe est une condition du bon exercice de la souveraineté nationale, et même une condition de l'indépendance française, mais les deux ne se confondent pas. Si on confond les deux, on tue ce débat. Voilà, ça c'est ma première remarque. Je trouve qu'il faut clarifier les choses, savoir de quoi on parle. L'Europe, d'ailleurs, elle a été, dès le départ, intergouvernementale, et vous remarquerez que chaque fois qu'elle a eu à affronter une crise avec un peu de succès, elle l'a fait dans l'intergouvernemental. C'est-à-dire des peuples souverains qui se mettent autour de la table et qui disent « là, on a compris, nos intérêts communs, c'est ça, et donc on va s'accorder pour répondre à la menace ». Je voudrais faire deux autres remarques plus rapides, mais un autre débat qui me paraît aujourd'hui confus, c'est le débat sur le protectionnisme. Je trouve qu'on l'a simplifié, caricaturé depuis des années. C'est un vieux débat, il est aussi vieux que l'économie. Et l'histoire économique, ce n'est pas le passage de la société fermée à la société ouverte, c'est des allers-retours sans arrêt de formes de protection différentes à des formes d'ouverture. Et chaque fois qu'on se ferme trop, eh bien, on va vers le mouvement de balancier nous ramène vers l'ouverture. Et chaque fois que l'ouverture est excessive, eh bien, on nous ramène vers le protectionnisme. Aujourd'hui, la question du protectionnisme, elle est à reformuler. Le protectionnisme avant, ça concernait les droits de douane et les contingentements, pour faire simple. Aujourd'hui, ça concerne les normes. C'est-à-dire que les traités de libre-échange d'un nouveau genre que nous signons aujourd'hui, ce sont des traités qui veulent uniformiser les normes. Il faut bien comprendre où ça nous mène si nous en restons à cette position-là. Si vous uniformisez Monsieur Guénaud, vous les savez normes... même si ça permet d'exporter du fromage français au lait cru, par exemple. Oui, très bien. Mais laissez-moi, vous uniformisez les normes, ça veut dire que vous avez des sociétés identiques, ça veut dire que vous avez des pactes sociaux et civiques identiques, et ça veut dire que quand vous votez, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, il faut demander à l'autre l'autorisation pour changer les normes. Alors, il y a tout le débat autour, qui était déjà le débat dans le fameux projet d'accord multilatéral pour les investissements, qui est la question de savoir si en plus il ne faut pas indemniser les investisseurs qui sont venus sous l'empire de lois sociales ou économiques différentes il y a quelques années. C'est intenable. Voilà, c'est bien gentil de dire ah ben, on va exporter du fromage au lait. Très bien, mais c'est intenable. Ce n'est pas juste un problème de concurrence. Et sur la concurrence, allez demander aux éleveurs ce qu'ils pensent de l'accord avec le Canada, vous allez être content du voyage. Bon. Donc, en tout cas, c'est une interrogation qu'il faut avoir et c'est un débat qu'il faut avoir. C'est le protectionnisme a changé de nature, enfin plutôt le libre-échange a changé de nature. Est-ce que nous sommes d'accord pour aller dans cette direction? Mais à ce moment-là, il faut bien comprendre que la crise politique ne va cesser de s'aggraver. Voilà, et le risque ne sera pas le risque du populisme, le risque sera bien pire que celui-là. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On aurait fait ce débat il y a 5-6 ans, on aurait dit voilà, le monde marche vers la globalisation à pas de géant et on ne reviendra jamais en arrière. C'est fini, c'est-à-dire que le monde il marche vers la fragmentation. Vous avez raison, ce débat il y a 5-6 ans, on ne l'aurait pas tenu, il n'y aurait pas eu de débat sur les souverainetés. Non, mais sur le libre-échange, au MEDEF, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on est là, on se parle de souveraineté, et François Langlais, vous faisiez encore votre chronique matinale il y a quelques jours sur le sujet. Et d'ailleurs, moi j'ai envie de vous demander, François Langlais, on n'a pas complètement changé de doctrine. Voilà, la souveraineté, on n'en aurait pas parlé il y a 10 ans au MEDEF. Non, c'est tout à fait vrai. Je pense, je rejoins tout à fait ce que disait Henri à l'instant. L'université du MEDEF, il y a 10 ans, les thèmes auraient été la mondialisation, la réforme, l'adaptation de nos particularismes, de nos archaïsmes.
Et aujourd'hui, le fait majeur, là aussi je croise les pas d'Henri, c'est le retour de la frontière nationale dans le débat politique, dans les attentes de la société, et évidemment demain dans l'organisation de l'économie. C'est au moins mon sentiment, c'est que on est dans un virage idéologique, comme le capitalisme en connaît d'ailleurs régulièrement, hein. Et l'histoire de l'Europe témoigne de ces fluctuations. Il y a eu des accélérations dans les phases de mondialisation et de libéralisme qui s'interrompent toujours de la même façon, c'est-à-dire avec une crise financière, une crise sociale, une crise politique, celle que tu as évoquée en filigrane, ou que Hakim évoquait également. Et on est probablement dans cette phase-là du cycle. Comme toujours, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est un cycle mondial. Ça concerne tous les pays. Ce n'est pas un sujet français. Le retour de la souveraineté, il s'exprime, il est demandé dans tous les pays en même temps. De la même façon qu'il y a 20 ans, tous les pays en même temps récusaient cette notion de souveraineté. Et je note que c'est toujours le monde anglo-saxon qui est à la pointe de l'évolution, hein. C'est eux qui avaient été les fers de lance du libéralisme avec Thatcher, avec Reagan en 79, en 80. C'est eux qui aujourd'hui, sous des formes grimaçantes, sont à la pointe de ce retour de la souveraineté avec le Brexit et avec Trump. Mais ils nous précèdent, mais bien sûr, nous allons les suivre, me semble-t-il. Juste quelques mots, parce que le temps nous presse, sur où ça peut-il nous mener. Je pense assez loin. Je pense qu'il faut qu'on se prépare, que vous prépariez, chef d'entreprise, à travailler dans une organisation sociale et politique très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. C'est déjà arrivé dans l'histoire, hein, là aussi, et des choses qu'on pensait impensables se sont produites. Ce n'est pas du tout l'épidémie, évidemment, l'épidémie ne joue que le rôle d'un accélérateur des aiguilles du temps, mais elle précipite des mouvements qui étaient engagés bien avant et dont les déterminants sont beaucoup plus larges que la simple condition sanitaire. Le retour des frontières, on voit qu'il s'exprime déjà depuis un petit moment, que c'est ce que demandent les peuples. Alors ça pose problème aux architectes de l'Europe, parce que je vous rejoins tout à fait, monsieur le ministre, l'Europe a été construite contre l'idée de souveraineté nationale, parce que lui étaient associés les dangers de la guerre, hein. Et peut-être pas d'ailleurs sans raison, hein. Enfin en tout cas pas sans raison révolue, mais en tout cas c'est un vrai sujet. Mais pour autant, c'est aujourd'hui le ton, c'est aujourd'hui la dominante, et il va falloir que l'économie s'y soumette, parce que l'économie fait toujours là où on lui dit de faire, contrairement à ce que nous avons pu penser. Femmes et hommes de l'économie n'impose pas sa loi à la société durablement. Elle ne fait jamais que se développer dans les phases où la société et le pouvoir politique rétrogradent. Et c'est ce qui s'est passé. Il a renoncé au contrôle de l'économie, à la souveraineté sur l'économie. Il l'a gardé seulement en matière monétaire, et encore en rendant les banques centrales indépendantes, hein, ou bien en matière de concurrence, et là aussi en rendant les autorités indépendantes, parce qu'il considérait que l'économie devait fonctionner toute seule. C'est fini pour longtemps. J'en vois pour preuve tout ce débat sur la politique industrielle qui revient, et évidemment le retour du commissariat du plan. Ça parlera évidemment à notre intervenant Henri. Mais est-ce qu'on sera plus prospère? Alors j'allais y venir. Je pense que notre tendance naturelle, à nous qui sommes la génération libérale, c'est de penser qu'on le sera moins. Je n'en suis pas sûr, parce que dans une époque relativement récente, toute l'après-guerre, le monde était assez cloisonné et finalement relativement prospère. Alors, c'est vrai qu'il y avait d'autres paramètres importants. C'était l'économie de rattrapage. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette problématique-là. Mais vous voyez que des pays qui sont relativement fermés, ou qui en tout cas ont gardé les leviers de contrôle de l'économie, c'est la Chine, c'est la Corée du Sud, c'est en gros toute l'Asie orientale, sont des pays qui finalement se sont plutôt mieux portés que nous. Donc je ne suis pas sûr que ça soit forcément le synonyme d'une décadence, et pour autant, ça me paraît être la bonne façon d'éviter les crises sociales et politiques qui se profileraient si on ne se soumet pas à cette injonction de la société et à cette injonction de dialogue
et d'interaction avec la société. Merci. Merci François. Alors ce message de François Langlais pour vous, entrepreneurs, hein, entendez les messages des populations et des sociétés, parce que ce sera le mot de la fin. Nous sommes un peu pris par le temps. Merci à tous nos intervenants d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous et très bonne continuation.